Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween, donc qui va tourner plutôt autour de la littérature qu'on peut qualifier d'horrifique. Alors déjà la première question qu'on peut se poser c'est quoi un roman d'horreur finalement? Parce que bien évidemment il y a la maison hantée, il y a les fantômes, il y a ce monde un petit peu parallèle qui est évoqué, le surnaturel tout simplement. Mais pour moi ça peut aussi englober certains thrillers qui parfois collent vraiment dans cette catégorie-là. C'est pour ça que quand il y a un client ou une cliente qui vient en librairie et qui me demande un policier, une recommandation, je pose beaucoup de questions parce que ça peut aller de l'enquête plutôt traditionnelle jusqu'au thriller psychologique ou jusqu'à quelque chose d'un peu plus sanglant, un peu plus hard, qui parfois est vraiment dans le roman d'horreur, hein, qui rentre complètement dans cette catégorie. Donc là, on va parler un peu de tout ça. Ça va être en deux temps. Je vais d'abord vous parler des lectures que j'ai faites cette année dans ce registre horrifique. Et je vais vous parler des lectures que j'ai envie de faire dans le futur. Alors, on va commencer tout de suite avec un roman qui m'a tenu en haleine. C'est À l'ombre de Winnicott. Et c'est coécrit, c'est de Manchette et de Niemek. Ça se passe en 1934. C'est une famille, un couple qui va emménager dans un sorte de château. Ça se passe en Angleterre, hein. Donc il y a ce côté déjà très british dans cette grande demeure style anglais. Ils ont un enfant qui est aveugle. Donc ils vont faire appel à une gouvernante française qui s'appelle Viviane Lombard. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont des clichés sur les Français. Donc moi en tant que Français c'est assez rigolo. Il y a un peu cette confrontation anglais-français. Et elle est très atypique, cette Viviane Lombard. Au début elle suscite un peu la méfiance du couple parce qu'elle est elle est peu académique dans ses façons de faire. Mais le petit garçon, lui, va se prendre d'affection assez vite pour elle. Et donc, elle va lui apprendre le langage des signes. Enfin, voilà, comme il est aveugle, elle va s'occuper de lui. Donc, il y a une relation assez intense qui se lie entre ces deux-là. Et le problème, entre guillemets, va venir de la demeure, du château, qui d'abord va être plutôt discret. C'est pour ça qu'au début, je lisais 20-30 pages par jour. Ça commence de façon un peu frileuse. Et la deuxième partie du roman, je l'ai lu en 2 jours. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Quand on accélère son rythme de lecture comme ça, c'est que le roman nous a pris. Donc le château va subir des assauts ou va lui-même générer, c'est un peu le débat, des assauts un petit peu paranormaux, un peu inquiétants comme ça. Donc voilà, il y a une accélération des phénomènes au fil du roman. Donc c'est un style assez classique, voilà, le château hanté bien évidemment, mais il y a des côtés, les personnages sont vraiment originaux, donc c'est quand même assez novateur finalement. Donc moi ça m'a plu. Les personnages parfois nous agacent, parfois ils vont nous émouvoir, parfois ici ils vont être drôles. Viviane Lombard là, par ses réactions, des fois elle est souvent drôle. Donc c'est quand même assez réussi. Il y a une bonne passation narrative, si j'ose dire, des personnages entre les différents personnages. C'est rythmé, donc c'était une bonne lecture. Ensuite, on est obligé de parler de Stephen King dans une vidéo sur la littérature horrifique, bien évidemment. J'ai lu deux Stephen King cette année. Qui, je le répète, Stephen King est un des écrivains que j'ai le plus lu, hein. J'ai lu Cellulaire, mais c'est plus, c'était très bien, mais c'est plus dans une dimension apocalyptique. C'est pas vraiment horreur. Et j'ai aussi lu, pardon, Joyland. Là, on va intégrer, bon, par la plume incroyablement efficace de Stephen King, on va intégrer un parc d'attractions. Donc cette atmosphère-là très prenante, très très bien décrite. Vraiment, on est dans la fameuse ambiance du train fantôme, des clowns, tout ça. C'est un jeune homme qui va être engagé dans ce parc d'attractions pour animer en tant qu'animateur. Notamment, il va être une mascotte aussi. Il va porter un uniforme de mascotte. Donc, c'est cette ambiance un peu premier travail, premier amour aussi, parce qu'il va tomber amoureux de sa logeuse. On le sait assez vite, hein, on le voit assez vite venir. Qui est une relation d'amour qui sort un peu des normes, parce que la femme a au moins 20 ans de plus que lui, je crois. Enfin, bref, il y a une histoire parallèle comme ça, mais qui est réussie, donc ça vaut le coup de le dire. Et puis, bien entendu, il se passe des choses dans le parc d'attractions. Et comme il fait partie du personnel, ce jeune homme, il a accès au parc d'attractions même quand il n'y a pas de clients. Donc c'est assez curieux de se demander, ça ressemble à quoi un parc d'attractions quand il n'y a pas de monde, quand c'est vide. Ça doit être assez angoissant. Rien que d'y penser comme ça, je me dis, j'aimerais pas trop me retrouver là-dedans.
Donc voilà, il va se passer des événements, c'est vraiment bien, bien décrit. S- J'ai moins aimé la fin, je vais pas vous mentir, la fin je l'ai trouvé... En fait je l'ai deviné, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a gâché. Je crois que franchement là, je suis assez fier de moi parce que je sais pas si c'est le cas de beaucoup de monde, mais moi j'ai deviné qui était derrière tout ça. Donc voilà, Stephen King Joyland, c'est pas son meilleur non plus, mais même un moyen de Stephen King, c'est déjà un bon roman, donc enfin lisez-le, hein. Donc voilà. Ensuite, je vais passer très vite dessus, ça s'appelle La Maison Idéale de Kate Collins, qui est aussi une anglaise d'ailleurs. J'en parle dans une autre vidéo, et comme ça a été quand même une déception, je vais passer très très vite dessus. Mais ça raconte l'histoire d'un couple aussi qui emménage dans une maison. Et il y a une double temporalité. On va suivre une famille dans les années en 1976 et l'autre en 2017. Et va avoir un peu un sorte de renvoi comme ça entre les deux histoires. Donc il se passe des choses inquiétantes dans la maison, voilà. Mais moi, ça a vraiment manqué de rythme pour moi. Alors ça fait combien de pages, je vais vous dire ça. Ça fait 370 pages. Et pour moi, j'ai frissonné peut-être 20 pages dans tout le roman. Donc il y a pas assez d'action. Et dans un roman horrifique, il faut qu'il y ait de l'action. Donc ok, on plante les personnages au début, ok, on peut prendre le temps, mais au bout d'un moment, il faut qu'il se passe des choses. Il s'en passe, mais pas assez. Donc on n'est pas assez tenu en haleine pour moi. Donc comme une petite déception. Il est sorti en poche, hein, peut-être que c'est moi, hein, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Regardez toujours, hein. Donc voilà, j'ai le grand format, mais il est sorti en poche. Ensuite, pareil, j'ai le grand format, mais il est sorti en poche. C'est Hurlement de Alma Katsu. Katsu, pardon. Aux éditions Sonatine, une maison d'édition qui m'intéresse de plus en plus. C'était peut-être pas mon premier roman, mais je l'ai à peu près découvert avec ce roman-là. Et depuis, il y a plein de choses qui sortent qui me plaisent, qui me tentent. J'ai l'impression que c'est une maison d'édition qui va me plaire de plus en plus au fil des années. Il est aussi sorti en poche, hein, bien évidemment. Donc déjà, je trouve la couverture assez magnifique. Ça raconte l'histoire d'un convoi de pionniers américains, les Donneurs. C'est en 1846. Alors, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que c'est énorme. Premièrement, je vais commencer par ça. C'est qu'il y a une valeur historique. C'est que le convoi d'honneur a réellement existé. Donc ça, c'est un côté intéressant à ce niveau-là. Comment ça se passait quand les pionniers se lançaient comme ça vers l'ouest des États-Unis avec cet endroit plein de promesses où beaucoup de gens désespérés vont là-bas en se disant bah, ça va forcément être mieux parce que c'est l'ouest, c'est inexploré, tout est possible. Donc ça explique bien cet état d'esprit-là, qui au fait c'était des gens assez pauvres qui allaient là-bas. Parce que c'était des gens qui avaient plus rien à perdre et qui espéraient une vie meilleure. Donc il y a ce côté déjà très intéressant. Et il y a une sorte d'enquête policière aussi parce que il y a des restes d'un des enfants du convoi qui vont être retrouvés. On retrouve que ses ossements. Donc ça fait penser un peu à une sorte de gros animal de base. Il va y avoir plusieurs pistes, bien évidemment. Et ce qui est super dans ce roman, c'est qu'il y a plusieurs personnages principaux. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que le convoi avance, il y a de plus en plus de disparitions inquiétantes. Et on sent que tout le monde peut y passer, clairement. Il n'y a pas, vous savez, souvent dans les films d'horreur ou les livres d'horreur, il y a souvent un héros ou deux, on sait qu'ils vont pas mourir parce que voilà, c'est les héros du roman et qu'ils sont trop importants. Donc on sait déjà qu'il n'y a pas de suspense à ce niveau-là pour ces personnages-là. Et là, non. Comme c'est bien dispatché entre plusieurs personnages, on sent que n'importe qui peut y passer et du coup, ça nous tient en haleine tout le long. On ne sait pas qui va être le prochain en fait. Et il y a plusieurs pistes et il y a une piste qui est plutôt rattachée au surnaturel et qui va prendre de plus en plus de crédibilité. On pense à des bêtes, hein, à des bêtes ou des humains très inquiétants ou des bêtes clairement issues du paranormal hein, qui attaquent le convoi. Donc tout le monde commence un peu à se suspecter. Il y a aussi le problème de la famine, hein, parce que c'est des gens qui ont peu de moyens et ils sont au milieu du désert, donc il y a très peu de ressources. Donc il y a plusieurs dangers qui les guettent. Il y a cette sorte de bête, on ne sait pas si c'est vraiment une bête, mais qui les suit et qui attaque le convoi assez de plus en plus régulièrement. Donc le convoi est suivi, hein. Et il y a aussi ces problématiques de famine, de maladie, d'extrême pauvreté, d'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui les attend de l'autre côté. Il y a aussi des tensions entre les gens, ils sont assez nombreux. Donc il y a plein, plein, plein de choses. Il se passe énormément de choses dans ce roman. C'est là la grande différence avec La Maison idéale de Kate Collins, c'est que là on s'ennuie pas une seule seconde. Enfin moi en tout cas je me suis pas ennuyé.
Donc vraiment, si je dois vous en recommander un, c'est celui-là, il était incroyable. Ensuite, ah oui, là on est aussi sur quelque chose de très bien aussi, hein. C'est La Nuit ravagée, je me souviens plus de son prénom, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Delamo. Alors là, c'est assez étonnant ce qu'il nous fait Delamo, parce que d'habitude, il fait de la littérature classique, entre guillemets. En fait, en librairie, on a un argot, c'est littérature de genre, qui représente le policier, la science-fiction, la fantasy. Et la littérature plutôt plus contemporaine, plus classique, on appelle ça de la blanche, la littérature blanche. Je sais pas si ça parle aux gens qui travaillent pas en librairie, mais lui, d'habitude, il fait plutôt de la blanche. Et là, on l'a quand même classé en blanche parce que c'est un auteur de blanche, mais il s'est lancé dans une sorte de choses beaucoup plus surnaturelles et du coup horrifiques. Ça raconte l'histoire d'une bande de gamins, un peu à la Stranger Things pour ceux qui ont la référence. C'est vraiment cette ambiance-là aussi, qui sont dans un petit village, donc qui traînent tous ensemble. C'est une bande d'amis. Il va y avoir une nouvelle arrivante qui va arriver, une fille. C'est que des garçons. Il y a 4 garçons et là il y a une fille qui va intégrer le groupe. Et ils vont découvrir, pas en même temps, c'est ça qui est intéressant, chacun leur tour, une maison abandonnée. Ils vont se rendre compte que quand ils y pénètrent, d'abord ça a un aspect plutôt inquiétant, parce que voilà, maison abandonnée, c'est obscur, c'est sombre, on voit pas bien ce qui se passe. Mais au fait, cette maison va commettre des apparitions. C'est un peu la maison qui exauce tous nos souhaits. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, il y en a un des deux qui a perdu un membre de sa famille, et bah, la maison le fait revivre, et il peut reconverser avec lui. Et on sent que la maison utilise ces faiblesses-là pour finalement arriver à une fin, laquelle on ne sait pas trop, mais plutôt destructrice. Donc ça a vraiment ce côté psychologique très intéressant. Donc c'est intéressant de se poser la question, on a tous envie de revivre quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous manque, peut-être qu'on a envie d'être plus riche, plus beau, plus je sais pas. Et bah il y a une maison, si on y va, elle peut exaucer tout ça. Mais à quel prix, c'est ça la vraie question. Et aussi ça me fait penser à l'addiction, parce que ça devient comme une drogue cette maison. C'est-à-dire que les personnes, ils vont trouver ce qu'ils veulent, donc ils vont y retourner de plus en plus, et ils vont accepter de plus en plus perdre en dignité. Ce qui est au fait l'endoctrinement d'une drogue, hein, comme pourrait faire l'alcool ou quelque chose comme ça. Donc ça parle aussi de ça, et il y a petit à petit, ils vont en parler ensemble, ils vont mettre du temps, mais ils vont commencer à en parler ensemble. Et c'est intéressant parce qu'il y en a qui vont y retourner, ils vont pas le dire aux autres, comme un peu encore une fois comme une drogue, on a un petit peu honte de consommer, donc on le dit pas aux autres qu'on a replongé entre guillemets. Et petit à petit, ils vont essayer de se débattre là-dedans. Donc très 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 intéressant. Et c'est Delamo qui le dit lui-même, c'est un hommage à Stephen King. Et c'est incroyablement réussi parce que j'ai jamais vu un auteur autant s'approcher d'un autre. On a vraiment l'impression de lire du Stephen King. Donc très très bel hommage, grosse réussite. Lui par contre il n'est pas encore sorti en poche. Mais peut-être qu'il va sortir bientôt, faut voir. Donc c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Là c'était les 5 que j'ai sélectionnés cette année. J'en ai lu un petit peu d'autres. Mais il y en a que c'était plus du policier, donc enfin, je les ai pas forcément intégrés dedans. Ça, c'était mes 5 grosses lectures horrifiques de cette année. Je pense que j'en lirai plus l'année qui va suivre, parce que c'est un genre qui me plaît de plus en plus, l'horreur. Donc voilà, j'ai des lectures qui vont suivre dans ma pile à lire. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc là, on passe à la deuxième partie. Alors, dans un premier temps, j'ai le mythe de Stulu de Lovecraft. Lovecraft, pour vous dire la vérité, je vais changer de côté. Pour vous dire la vérité, je crois que j'en ai jamais lu. Je suis pas sûr. Il faut que je vérifie. J'ai pas vérifié avant de faire cette vidéo. J'ai un site où je mets tout ce que j'ai lu. Mais je l'ai commencé quand j'avais à peu près une vingtaine d'années. Donc il y a à peu près 10 ans. Et du coup, je n'ai pas marqué ce que j'ai lu avant. Donc je crois que j'avais déjà lu du Lovecraft, mais il y a très 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 longtemps. Donc là, c'est des petites nouvelles horrifiques. Ça a l'air sympa. Je vous lis un petit peu la synopsis. Partout dans le monde renaissent les rituels d'un culte blasphématoire que l'on croyait disparu à jamais. Le culte de Cthulhu. J'ai du mal à le dire, pardon. Les peuplades primitives se révoltent pour adorer d'odieuses idoles à l'effigie de la monstrueuse créature à tête de poupe, endormie depuis des millions d'années dans sa demeure sous-marine. Franchement, ça a l'air pas mal. Je vous dis pas tout, hein, mais en gros, c'est ça. C'est des gens qui vénèrent un peu des monstres. J'ai l'impression que c'est ça. Donc ça me tente bien. C'est assez court. Ça fait quoi? Ça fait à peine 200 pages. Donc ça, c'est une lecture qui pourrait me plaire. Ensuite,
J'ai Les Déchus de Tarn Richardson. Désolé, je lis parce que bah, du coup, j'ai pas encore retenu les prénoms. Je vous le montre. Aux éditions 10-18, donc c'est en poche. Je vous lis la synopsis. 1915. Sur le front austro-hongrois, un jeune soldat surveillé par de mystérieux prêtres rejoint les troupes italiennes sur les hauteurs inquiétantes du Karst. Au même moment, au Vatican, la rumeur prétend que certains hauts dignitaires se sont livrés à des rituels sataniques et de la magie noire. Et le nombre de possessions démoniaques ne cesse d'augmenter. Pareil, je vous lis pas toute la synopsis, mais en gros, c'est ça. Donc là, on est plus dans le satanisme, quelque chose que je lis assez peu d'ailleurs. J'ai déjà vu des films d'horreur là-dessus. Mais là, du coup, en livre, je pense que ça serait une première vraiment sur ce côté satanique. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça a l'air bien flippant quand même, ça a l'air assez glauque, hein. Et vous voyez, celui-là, par exemple, il était rangé en policier. C'est clairement du policier. Mais vous voyez, là, on est vraiment. Donc il va y avoir une enquête, hein. Il y a quelqu'un qui va être emmené à enquêter sur ces cas de possession satanique qui font que augmenter. Mais voilà. Donc il y a une enquête, mais là, on est clairement dans l'horreur, hein. Vous voyez, quelqu'un qui veut un roman policier plus traditionnel, je vais pas lui recommander ça, hein. Donc voilà. Ensuite, là, ça vient de sortir. Ça s'appelle William de Mason Quell. C'est aux éditions Le Cherche Midi. J'adore la couverture, je vais vous montrer ça. Désolé, je change de main à chaque fois, je sais pas pourquoi je fais ça. Pas mal comme couverture. Moi, je trouve que ça en jette. Vous voyez là, il y a une petite créature là qui attend derrière la porte. C'est pas une créature, au fait. Je vous dis ça. Henry, brillant ingénieur, est parvenu à créer une intelligence artificielle plus développée qu'aucune autre, qu'il a nommée William. Donc William, c'est une IA, au fait. Il passe la plupart de ses journées dans le grenier de sa superbe maison à travailler sur ce projet. Tout irait pour le mieux s'il ne sentait pas que William prenait ces derniers temps une autonomie inquiétante. Il remarque en effet que la machine nourrit quelques ressentiments envers le genre humain. Plus troublant encore, William semble développer une fixation sur Lily, la femme de Henry. Faut-il le débrancher avant qu'il ne soit trop tard? Ça me plaît énormément. Ce style un petit peu horrifique 2.0, avec la fameuse perte de contrôle de l'IA, qui est un sujet finalement très contemporain, on se demande si ça va pas nous arriver. Donc un peu ce côté Black Mirror, si vous voulez. Ce côté surnaturel, mais qui n'est pas si surnaturel que ça, qui rentre vraiment avec les problématiques d'aujourd'hui. Ça me plaît bien. Et puis le fait qu'il s'intéresse à sa femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il éprouve de l'amour ou de la jalousie, qui est un sentiment humain. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Ça me plaît bien. Donc William, ça s'appelle. Alors ensuite, je pense que celui-là, là pareil, on est dans le policier d'horreur du coup. Ça s'appelle Un cri dans le désert de Catriona Ward. Oui, j'adore la couverture aussi, Sonatine, on reconnaît leur travail. Et j'ai aussi envie de lire un autre livre d'elle qui s'appelle Mirror, je sais plus quoi, je vais vous l'afficher, qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc cette autrice, il faut vraiment que je la lise parce que ça fait plusieurs bouquins qui passent et qui me donnent envie. Là, je vous raconte ce qui se passe. Lorsqu'elle a fui Sundial, un ranch isolé dans le désert californien, Rob Cussen s'est juré de tout oublier de son enfance et des terribles événements qui l'ont profondément marqué. Pour tenir ce passé sous clé et protéger ses deux filles, elle est prête à tout. Mais quand son aîné, Cali, se met à parler à des amis imaginaires et que des ossements d'animaux sont retrouvés dans la maison, Rob comprend que sa fille constitue une nouvelle sorte de menace. Ça c'est pas mal. La menace, elle vient de la famille elle-même. Ça sent le huis clos bien angoissant. Et pareil, j'ai pas tout lu, hein, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de la problématique qui est posée. Donc ça, c'est un roman qui me plaît vraiment. Ce sera peut-être même vraiment ma prochaine lecture. Mais le William me tente beaucoup aussi. Après, les déchus, ça a l'air. Enfin, en fait, tout me tente, c'est ça mon problème. Là, vous voyez, vous rentrez dans le problème de ma vie, c'est que j'ai envie de tout lire. On va finir par un autre Stephen King qui s'appelle Holly, qui est son avant-dernier roman. Il en a sorti encore un autre depuis, mais c'est quand même un roman assez récent. Je l'ai offert à ma mère parce qu'elle est fan absolue. Au fait, ma fascination de Stephen King vient de ma mère. Elle est fan absolue aussi. Bon, là, il n'y a pas de synopsis. Êtes-vous prêt à franchir la porte du 93 Ridge Road? Mais en gros, si j'ai bien compris, c'est une maison. Il y a plein de gens qui rentrent dans cette maison et qui ne ressortent pas, tout simplement. Il y a un couple qui gère cette maison et puis du coup, bah, je pense que le couple est inquiétant, hein. Donc, ouais, j'aime bien cette idée huis clos et j'adore la couverture aussi. C'est chez Albin Michel, hein, Stephen King. Tous ses livres, ils sortent chez Albin Michel.
Donc par contre, ça a l'air assez conséquent, ça fait ouais 500 pages. Mais après Stephen King, ça se lit vite, donc voilà, parce que souvent c'est réussi, donc on tourne les pages très vite. C'est vraiment celui qui nous fait tourner les pages d'une manière vraiment frénétique. Donc voilà, ça me tente pas mal aussi. Dites-moi ce qui vous tente là dans ce que j'ai envie de lire. Peut-être que vous allez me convaincre. Après, il y a beaucoup de choses récentes, donc je ne sais pas si vous les avez lues. Même si Les Déchus, Lovecraft c'est pas récent, Les Déchus c'est moins récent. Il y a aussi Un cri dans le désert qui est sorti, ça date de septembre je crois. Mais les autres c'est vraiment... Ah non, Oli c'est pareil, ça date de peut-être un an. Donc voilà, dites-moi si vous les avez lus, si vous avez lu d'autres que j'ai lus, mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis aidez-moi à choisir du coup ma prochaine lecture parce que là, je vous avoue que j'hésite pas mal. Donc voilà pour ma vidéo spéciale Halloween, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, dites-moi si vous lisez de la littérature horrifique, si c'est votre cas ou pas. Il y a aussi une autre piste que j'ai envie d'explorer, c'est l'horreur mais par le manga. Je me dis que ça peut être ou par la BD. Ça peut être une bonne idée parce qu'il y a ce support visuel qui peut être très utile, qui peut un peu rajouter un côté angoissant. Ce serait bien de faire un sorte de match. Qu'est-ce qui est le plus angoissant? C'est d'imaginer nous-mêmes les scènes ou c'est si on a déjà un support? Il y a notamment les œuvres, j'ai noté, c'est de Junji Ito, qui est un mangaka qui est le roi du manga d'horreur. J'ai regardé un peu ses dessins, ça a l'air incroyablement flippant. Donc pourquoi pas me diriger vers là aussi? C'est une piste que je laisse ouverte. Je vais me renseigner pour essayer de m'en procurer quelques-uns. Et puis voilà pour mes petites idées. Donc dites-moi ce qui vous tente le plus. Aidez-moi, aidez-moi, hein, parce que là je suis vraiment en train de souffrir. Je sais pas du tout quoi prendre. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense que je ferai un autre vlog lecture dans pas très longtemps. Parce que en ce moment je lis beaucoup, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je suis sur un bon rythme. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas que j'ai un compte Instagram aussi, donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me suivre. Et puis voilà, je vous dis à bientôt avec grand plaisir.